Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommet. Pour ou contre l'interdiction de la prostitution au Bénin, dans ce journal, autorités et citoyens se prononcent. Et 6 ans après l'adoption de la loi sur les sachets plastiques, où en est-on? Pourquoi les Béninois peinent à se démarquer des sachets plastiques? Élément de réponse dans cette édition. Page santé de ce 19 ans, on parle encore du cancer du sein. Est-ce que la succion est un geste à même de contribuer à la lutte contre le cancer du sein? Restez à l'écoute, vous en saurez davantage. Et le sport viendra en fin d'édition pour boucler ce journal. Voilà donc pour les titres, le développement dans un instant. En direct du studio Vincent Follier, amis auditeurs, à nouveau, bonsoir. Le village de Koufok-Piska, situé dans l'arrondissement de Gouandé, commune de Matéré, a été le théâtre d'un violent affrontement qui a coûté la vie de 2 personnes, d'après les informations recueillies par Fraternité FM. Ce conflit, issu des tensions récurrentes entre éleveurs et population locale, a dégénéré en violence avec des habitations et des greniers appartenant aux éleveurs vandalisés. Malheureusement, ce type d'incident n'est pas une première dans la région. Depuis le dimanche 20 octobre de l'année 2024, la situation a nécessité l'intervention d'une force de sécurité mixte composée de policiers et de militaires dans le but de rétablir le calme et de prévenir de nouvelles violences. Toutefois, les tensions ont persisté. Un des meneurs des attaques a été abattu au cours de l'intervention, ce qui a déclenché la colère de la foule, entraînant le lynchage d'un éleveur qui a également perdu la vie. Malgré l'arrivée du maire de la commune de Matéré sur les lieux, pour tenter de rétablir l'ordre, cela n'a pas suffi à prévenir ce drame. Cet affrontement met en exergue les difficultés persistantes dans la gestion des relations entre éleveurs et villageois, soulevant une fois de plus la question des conflits liés à l'accès aux terres et aux ressources. Au Bénin, les autorités semblent plus que jamais décidées à mettre fin au phénomène de prostitution. Après Cotonou, la capitale béninoise, l'opération d'interpellation des travailleuses de sexe entamée par la police béninoise s'est étendue à une autre grande ville du pays. Selon les informations rapportées par plusieurs médias du pays, après Cotonou, Parakou a aussi été témoin d'une interpellation de plusieurs travailleuses de sexe. Pendant que le préfet du littoral espère en découdre avec la filière, les populations insistent pour un encadrement et non une interdiction. Ce phénomène qui est l'illustration même de la violence faite aux femmes. Ces entreprises sont le fait de criminels qui s'arrangent pour pousser les filles à offrir leur corps comme une marchandise et ils en tirent des profits. L'ambition, c'est de décourager les réseaux de proxénétisme et ceci passe évidemment par l'hostilité à afficher vis-à-vis de ces travailleuses du sexe. Nous entreprenons de faire fermer tous ces espaces qui polluent le département. Toutes ces maisons, dès qu'elles sont répertoriées, seront fermées. Amo esidotea ena komachoa akalile ena komacho pedea amo ero akpangbabo me biro mi mo e kabino ye ko be chido de takino do kati de bo o no sunda yo na ko taki bona do sume do ho esan chimo do ho ena yin nu bo eno ba bo fide ede yo nu globe ena no. On peut restructurer le secteur parce que ce qui se passe là, c'est que petitement, on est en train d'aller à une vulgarisation de cette pratique-là. Vous allez voir les petits-enfants qui s'adonnent à ça. Ou un petit jeune homme qui va ramasser un 1500 ou un 2000 quelque part. On a commencé par enfreindre à une autre loi, l'incitation à la débauche. Donc, si le secteur n'est pas révolutionné, cadré, structuré, on va aller donc à cette dérive-là. Et quelques autres nouvelles toujours au plan national et cette fois-ci avec Carmen Rodéo. À l'université d'Abomey-Calavi, la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB suspend les travaux de Radio Univers. L'annonce de cette fermeture temporaire des locaux de la radio a été faite à travers un communiqué en date du 21 octobre 2024.
Selon le président de la FNEB, Marius Tchomankou, cette décision fait suite à des dérives au sein de l'équipe dirigeante compromettant les principes d'alternance démocratique et de l'égalité. Le communiqué accuse un groupe d'anciens étudiants d'avoir pris le contrôle de la radio, instauré une gouvernance autoritaire et manipulé le processus de désignation des responsables, entraînant ainsi la marginalisation des étudiants régulièrement inscrits. Le directeur de la station universitaire Meda Klobechi pense qu'ils ont juste trouvé des alibis pour justifier leur acte. Toujours au Bénin, Deborah Nyagne, directrice générale de la société de courtage en assurance Dayo Group basée à Cotonou, a été libérée après sa présentation au procureur de la Criette hier. À l'issue de son audience, aucune charge n'a été retenue contre elle. Il faut noter que Deborah Nyagne a été arrêtée à l'aéroport de Cotonou lundi dernier alors qu'elle rentrait d'Abidjan et placée en garde à vue à la brigade économique et financière le même jour. Pour rappel, son arrestation a été ordonnée suite à une plainte déposée par son ancien employeur. Ce dernier l'a accusé d'avoir illégalement recruté des employés de son ancienne entreprise tout en utilisant des ressources internes de cette société pour lancer et développer sa nouvelle entreprise Dayo Group. La deuxième session de l'année en cours du certificat de qualification au métier CQM est lancée. Officiellement lancée hier à la Maison de l'Espérance 6 à Cotonou, cette session a regroupé les candidats de la catégorie pâtisserie et boulangerie. Les métiers concernés vont de la mécanique auto à la couture, en passant par la menuiserie, la coiffure et bien d'autres professions. Notons que 34 182 candidats se sont inscrits pour participer aux 139 épreuves pratiques et théoriques qui se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de cette session d'octobre 2024. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le cancer du sang est une maladie qui se développe grâce à des cellules sanguines. Cette pathologie touche en particulier les personnes d'un âge avancé, mais peut-être parfois fait son apparition dans la vie des plus jeunes. Avec Mathilde Aymouan, on s'informe davantage. Comme son nom l'indique, le cancer du sang provient des cellules, en l'occurrence des globules blancs, rouges et même des plaquettes sanguines. Avec l'infirmier Fiacre Koujina, on s'informe davantage sur cette maladie ainsi que ses symptômes. C'est un terme général qui désigne un groupe de cancers qui affecte les cellules sanguines, la moelle osseuse et le système lymphatique. Alors, le cancer du sang inclut principalement 3 types de cancers. Je veux parler de la leucémie, du lymphome et des myélomes multiples. Le cancer du sang peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, les infections fréquentes, les ecchymoses ou saignements faciles et l'anémie en fonction de la façon dont les cellules sanguines normales ont été affectées. Le terme cancer du sang fait référence à plusieurs maladies, mais dans ce contexte, plusieurs causes justifient la présence de ce mal et même la durée de vie des personnes atteintes. Il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent contribuer à son développement. Nous avons les mutations génétiques, les expositions à des produits chimiques et toxiques, les radiations, les antécédents familiaux, les infections virales, les troubles sanguins préexistants et les facteurs immunitaires. La durée de vie d'une personne atteinte du cancer du sang varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs. Alors, comme premier facteur, nous avons le type du cancer du sang. La leucémie, le lymphome et le myélome multiple ont des pronostics différents. Par exemple, certains types de leucémie, comme la leucémie aiguë, progressent rapidement et nécessitent un traitement immédiat, tandis que la leucémie chronique peut être plus lente et gérée pendant de nombreuses années. Deuxième facteur, nous avons le stade auquel le mal a été diagnostiqué. Il y a certains sous-types de cancer comme le lymphome peut être bien traité avec un bon pronostic. D'autres, comme certaines formes de leucémie aiguë ou les lymphomes non agressifs, peuvent avoir une suivi plus courte sans traitement. Comme troisième facteur, nous avons la réponse du patient au traitement. La réponse individuelle au traitement influence fortement la suivi. Il y a certaines personnes qui répondent bien au traitement telles que la chimiothérapie, la radiothérapie ou la thérapie ciblée, tandis que d'autres personnes peuvent avoir une résistance ou des rechutes fréquentes. Comme quatrième facteur, nous avons l'âge et l'état de santé général. Il y a des personnes plus jeunes et en meilleure santé qui ont tendance à mieux répondre au traitement. Il y a des personnes âgées ou ceux ayant d'autres problèmes de santé sous-jacentes qui peuvent avoir des
pronostic moins favorable. Comment faire pour prévenir le cancer du sein? À cette préoccupation, l'infirmier répond. Il n'est toujours pas possible de prévenir le cancer du sein, car il y a certaines causes qui sont liées à des facteurs génétiques ou à des mutations aléatoires. Cependant, il y a certaines mesures qui peuvent réduire le risque. Le fait de réduire l'exposition au benzène et à d'autres substances chimiques dangereuses peut aider à diminuer le risque. Le fait d'éviter des radiations inutiles, notamment les examens médicaux répétitifs impliquant les rayons X ou la radiothérapie, peut réduire aussi le risque. Le fait d'éviter les comportements à risque qui peuvent affaiblir le système immunitaire comme le tabagisme et la consommation excessive d'alcool peut aider à prévenir certaines maladies associées au cancer du sein. Pour une bonne durée de vie, il est donc nécessaire de faire des examens le plus tôt possible afin d'éviter les complications du futur. La prévention du cancer du sein est un principal dans la lutte contre cette pathologie. Mais l'on entend dire que la succion des seins est un facteur de prévention du mal. Que pensent quelques citoyens de la commune d'Abomey-Calavi sur cette question? Suivez quelques-uns au micro de Kamen Rodeo. Moi, je pense qu'il faut bien sucer les seins de la femme pour pouvoir constater les anomalies qu'il y a à l'intérieur des seins de notre femme, de nos copines. Sucer les seins dans le sens d'exciter la femme ne diminue pas en réalité les risques de contracter un cancer du sein. Mais si la femme allaite un enfant qui suce les seins de sa maman, là, c'est l'allaitement. On peut pas parler de sucer les seins en réalité. L'allaitement, dans ce cadre, on peut prendre ça comme, oui, ça a les risques de contraception de cancer du sein. Pour moi, je dirais que sucer les seins de la femme n'est pas une méthode de diminuer les risques d'avoir le cancer de sein. Je pense plutôt que quand la femme permet à son homme de toucher ses seins ou de sucer, ça permet de vite détecter s'il y a quelque chose de pas normal. La succion du sein ne diminue pas les risques de contraction du cancer du sein. C'est plutôt l'allaitement qui peut être facteur de prévention du cancer du sein, puisque certains chercheurs ont démontré que l'allaitement protège contre l'apparition du cancer du sein. Je pense que la succion des seins peut diminuer le risque de cancer du sein. La succion des seins agit à titre préventif contre le cancer du sein. Cependant, la succion excessive du sein peut entraîner les risques du cancer du sein. 19h passées de 13 minutes dans les studios de Radio Afrique Santé, cette édition se poursuit. Les plastiques à usage unique, souvent utilisés pour leur commodité, posent un défi environnemental majeur en raison de leur faible taux de recyclage et leur contribution à la pollution. En revanche, les plastiques recyclables offrent une alternative plus durable permettant de réduire les déchets. Cependant, après avoir pesé les avantages et inconvénients, on se demande s'il faut interdire les plastiques à usage unique ou encourager le recyclage. À cette question, quelques citoyens nous donnent leur avis au microphone de Samuel Koura. En ce qui me concerne, je dirais qu'il est beaucoup mieux et raisonnable d'encourager le recyclage. Le recyclage parce que aujourd'hui, quand on regarde notre environnement, il est beaucoup plus pollué par les sachets plastiques non recyclés. Donc, pour des mesures de sécurité, de santé et de sauvegarde de la recherche environnementale, je trouve qu'il est mieux de beaucoup encourager le recyclage. Moi, je pense qu'il ne faut pas interdire l'utilisation des plastiques à usage unique parce que d'abord, les plastiques à usage unique permettent de conserver les aliments et ça permet également de réduire le gaspillage alimentaire où le plastique à usage unique est plus léger que les autres options d'emballage. Donc, c'est plus facile en fait à transporter et ça réduit les émissions de carbone. Ça permet de lutter contre le gaspillage en fait et la pollution de l'environnement également. Moi, je pense qu'il faut plutôt encourager le recyclage parce que avoir la situation financière de Béninois aujourd'hui, tout le monde n'est pas au même niveau. Et ce serait bénéfique pour chacun de pouvoir acheter les plastiques, les utiliser une première fois et avoir encore l'occasion de pouvoir les utiliser une seconde fois. Parce que quelqu'un qui achète son truc, peut-être on a acheté un plastique à 2000, à 5000 et tu ne l'as utilisé qu'une seule fois et après tu n'as plus l'occasion ou tu n'as plus l'opportunité de pouvoir le retoucher. Je pense que les Béninois que nous sommes, on ne sera du tout pas d'accord avec.
Le Bénin interdit l'usage des sachets plastiques depuis 2017, soutenant ainsi le passage à des emballages réutilisables selon la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exploitation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Mais dans la réalité, cette loi n'est pas encore applicable sur le terrain. L'usage des plastiques reste malheureusement une réalité quotidienne. Les précisions avec Ginette Fleur-Adandé à travers ce reportage. Le Bénin produit 72 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Ces déchets qui peinent à se dégrader bouchent les canaux d'évacuation d'eau, ce qui crée les inondations et menace la préservation de la biodiversité en entraînant la pollution des rivières. Conscient du danger que représente la prolifération de ces sacs plastiques, le gouvernement béninois a mis en place le 27 juin 2018 une loi interdisant leur fabrication, importation, vente et utilisation. À partir de cette date, seuls les sacs biodégradables ou réutilisables sont autorisés. 6 ans après, le tableau n'est pas reluisant en matière de lutte. Les Béninois ont toujours du mal à reconnaître les bons sachets dénuisibles. Si tu vois, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, mais c'est léger. Dessin sur le nouveau sachet. Non, ce que j'ai pris, il n'y a pas de dessin. C'est une question dans l'apparence très simple, mais très complexe, parce que le citoyen lambda, il lui sera difficile de détecter avec exactitude le sachet biodégradable. Pour le directeur de l'environnement et du climat, il y a des indices qui sautent à l'œil et d'autres cachés. Il faut que le sachet porte le nom de la structure, porte une marque qui l'identifie des autres. Ça, c'est déjà un début. Si vous avez un sachet qui ne porte pas aujourd'hui la marque d'une structure ou le nom d'une structure, vous pouvez déjà éviter ces sachets. Parce que c'est à partir de la marque que nous faisons la traçabilité, c'est à partir du nom de la structure que nous faisons la traçabilité. Et à partir de ce moment, nous, quand nous descendons, nous faisons nos descentes inopinées sur le marché, avec nos détecteurs, nous pourrons en même temps dire telle structure est dans la fraude ou pas. Même les sachets d'eau, communément appelés pure water, n'échappent pas à la répression. Il y a des sachets biodégradables pour les pure water. Quand vous prenez sachets blancs, les gens l'utilisaient pour les pure water. Donc ces sachets blancs, on doit plus les retrouver sur le marché, même si c'est blanc, à cause du durcissement, donc à cause du fait que c'est fait à base de polyéthylène, on doit plus les retrouver. Mais les promoteurs qui arrivent sont en train, par exemple, quand vous prenez celui-ci, c'est des sachets de pure water qui existent déjà sur le territoire et que les gens peuvent acheter, donc trouver facilement. On a donné l'agrément à 15 déjà, 15 sont homologués, 15 prototypes sont homologués chez nous, donc on peut déjà les retrouver et éviter les sachets pure water donc on a utilisé jusque-là. Pour certains, la résistance des sachets et l'entêtement des Béninois à continuer d'utiliser ces sacs trouvent leur force dans de nombreux facteurs. Si ça continue toujours par rentrer dans le pays, il y aura beaucoup de personnes qui vont utiliser parce que les biodégradables coûtent cher, mais les sachets noirs qu'on utilise dans les marchés ou un peu partout ne coûtent rien du tout. Si tu peux avoir les sachets à bras couleur noire ou couleur blanche déjà 12 à 25 francs ou à 50 francs et en retour quand tu viens vers le biodégradable l'unité te coûte 100 francs, je pense que tu dois toujours aller vers le moins cher, hein. Le problème est au niveau du dédouanement. C'est parce que chaque fois quand tu amènes des marchandises pour dédouaner et pour ça coûte cher. Au ministère du cadre de vie, on croise les doigts et on prie pour que les Béninois pensent à leur santé en adoptant les sacs biodégradables. Il faut qu'on retourne à nos habitudes de sacs à pain, qui sont des sacs à tissu, et qui sont des sacs en tissu. Il faut qu'on retourne à nos habitudes donc de sacs en raffia, donc de tout ce qu'on a. Ce n'est pas les obliger, on ne les oblige pas à prendre des sacs biodégradables que nous avons là, mais on les oblige à ne plus utiliser des sacs en plastique qui ont une durée de vie de 200 à 400 ans. Nous avons fait de la sensibilisation jusque-là, nous sommes descendus sur le marché, on a montré des prototypes et à partir de maintenant, nous allons commencer par arracher systématiquement de notre territoire tous ces sachets qui sont des sachets plastiques et qui nous empoisonnent la vie. Afin d'aider les citoyens à mieux gérer la transition, de nombreuses associations locales ont proposé des alternatives aux sacs plastiques comme le sac en tissu, le sac en papier ou les paniers. Sans transition, la page internationale de cette édition et c'est avec une présentation de Mathilde Aymon.
Au Cameroun, bon retour pour le président Paul Biya. En effet, Yaoundé s'est préparé ce lundi pour accueillir le chef de l'État, âgé de 92 ans et qui est à la tête du Cameroun depuis 42 ans. Hors du pays depuis cette semaine, son état de santé a suscité des inquiétudes, fausses nouvelles et communications disparates de la part des autorités. Après l'atterrissage de l'avion présidentiel, Paul Biya a été filmé avec son épouse, saluant les dignitaires venus l'accueillir. Une autre information à présent, en fin d'année 2022, à la COP 15, plus de 190 États du monde signé un accord pour stopper et inverser l'effondrement du vivant, indispensable à notre vie sur la planète. Depuis ce lundi, il se retrouve pour une nouvelle COP biodiversité en Colombie pour faire un point d'étape. Fort de son patrimoine naturel, l'Afrique veut faire entendre sa voix dans la protection de l'environnement. Ce mardi s'ouvre à Kazan en Russie le sommet de BRICS+, le premier à se tenir depuis l'élargissement en 2023 à 5 nouveaux membres. Cette nouvelle alliance devra trouver des compromis, surtout face aux nombreux différents politiques qui opposent les nouveaux pays membres. Et pour terminer, à Madagascar, le mystère plane autour d'un projet de construction d'un hôtel de luxe dans le nord-ouest du pays. Depuis un appel officiel lancé par l'État aux investisseurs en juin 2022, les 150 000 habitants de cette île isolée craignent de devoir quitter leur territoire. Peu d'informations filtrent sur les avancées du dossier, mais selon un communiqué de la société civile, tout porte à croire que le projet suit son cours dans l'opacité la plus totale. Parlons sport à présent avec la Confédération africaine de football qui a rendu son verdict concernant l'affaire de fraude sur l'âge impliquant les équipes engagées dans le tournoi UFOA U17 2024. Ginette Fleur-Adandé. Les recours déposés par la Guinée auprès de l'instance faîtière du football africain n'aura finalement pas eu le résultat escompté. Le Sili national cadet ne disputera pas la phase finale du tournoi UFOA U17 2024. Dans un communiqué, la CAF a confirmé la disqualification de l'équipe guinéenne pour non-respect à la norme d'âge requis. De nouveaux tests IRM effectués lundi ont révélé que les joueurs ont dépassé l'âge limite autorisé. La Guinée reste disqualifiée. Ces résultats présente un nombre de joueurs inéligibles supérieur à la norme, confirme l'UFOA. La Guinée-Bissau et la Sierra Leone, elles, sont réintégrées après les nouveaux tests IRM réalisés. Tout est parti d'un communiqué de la Confédération africaine de football. Dans une note officielle dimanche, l'instance faîtière du football africain a annoncé la disqualification de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone pour fraude sur l'âge. Une décision qui a entraîné une modification du calendrier avec désormais une poule unique de 5 équipes à la première journée, repoussée à ce lundi. Mais c'était sans compter sur la réaction de la Guinée qui a déposé un recours auprès de la CAF pour contester sa disqualification. Contrainte de réagir, l'administration de Patrice Motsepe a donc décidé de reporter le tournoi à une date ultérieure, le temps d'étudier le recours de la sélection guinéenne, aux grandes dames des autres équipes qui vont devoir patienter avant de conquérir leur ticket pour la CAN U17. Voilà qui siffle la fin de cette édition. Collaboration technique Tibus Arehenou, collaboration éditoriale Kamen Rodéou. Au micro, je suis Romaric Tokpe. Bonne soirée chez vous et portez-vous bien. À la maison, en voiture, au bureau, partout on vous accompagne. Merci de nous écouter.